des fois je me dis j'ai pas eu le choix. Je l'ai fait, c'était soit ça, soit crever en fait. Et vraiment quand je te parle de crise d'angoisse, c'était vraiment une énorme crise d'angoisse. Et c'était pas pour rien aussi, je pense que je suis... Et t'avais mon grand-père qui était là au centre et qui prenait le plateau. Il prenait la viande, il la découpait et puis il lançait la viande d'assiette en assiette comme ça. C'était incroyable. Je m'appelle Rania, je suis la fondatrice d'Hardy Concept Store et je suis d'origine palestinienne. Donc mon papa, il est arrivé en France au milieu des années... Non, fin des années 60. Et ma mère est arrivée dans les années 70 et moi je suis née donc à Paris et on a une relation avec la Palestine essentiellement familiale et que j'ai découvert pendant les vacances quand j'y allais quand j'étais petite. Donc mes deux parents sont palestiniens. Mon papa est né à Jaffa, un an avant la Nakba, et maman est de Jérusalem. Alors la Nakba, elle a toujours été présente dans nos vies, toujours. On nous a toujours raconté depuis qu'on est petit à travers la transmission orale. Donc moi je sais que papa qui habitait, enfin la famille de papa, les grands-parents habitaient dans un petit village de Jaffa. Et au moment de la Nakba, papa était tout petit. Alors il y a deux versions. Il y a la version où c'était vraiment un bébé et que ma grand-mère le portait dans ses bras encore. Et une autre version rapportée par de la famille qui était un peu plus âgée que papa à l'époque, qui disait que non, il avait déjà au moins 4-5 ans, ce qui était capable de jouer aux billes avec les petits garçons du village. Donc, mais papa lui-même n'a pas de souvenir de la Nakba. C'est que lui-même était tellement petit en fait qu'on lui a rapporté, on lui a raconté l'histoire de la Nakba. Donc, et de ce que je sais, c'est que ma famille paternelle a été menacée d'assassinat et ils ont été obligés de quitter leur maison. Mon grand-père paternel était boucher et berger. Et ils étaient une dizaine d'enfants et ils ont dû quitter les lieux de force. Et de ce que je sais, de ce qu'on m'a raconté, ils sont partis pieds nus, en laissant tout derrière eux. Ils se sont retrouvés de l'autre côté de la frontière, enfin en Jordanie, dans les camps de Zarqa, les camps de réfugiés de Zarqa. Donc ils ont vécu un long moment sous des tentes de fortune. Et ils pensaient vraiment qu'ils allaient retourner chez eux, sauf qu'ils ne sont jamais retournés, ils n'ont jamais pu y retourner. Et ils se sont résignés finalement à délaisser les tentes pour construire en dur. Donc du coup à Zarqa, ils ont construit un immeuble là-bas et ils sont restés. Mais ça a toujours été avec l'espoir du retour. Et c'est vrai que j'ai cette image en tête que malheureusement je revois aujourd'hui en 2023 dans les médias et à travers les vidéos où mes grands-parents avec leurs 10 enfants courir et puis derrière est poursuivi par l'armée, un fusil au bras quoi. Ouais, c'est vraiment cette image qui est ancrée dans ma tête de la Nakba de ma famille. Ouais. Ils n'ont eu le temps de rien en fait, ils n'ont eu le temps de prendre aucun papier, aucun effet personnel. Non, ils m'ont vraiment dit qu'ils étaient pieds nus quoi. Ils n'avaient même pas eu le temps de prendre des sandales, des chaussures, rien quoi. Ils étaient obligés de partir, c'était soit ça, soit on vous tue tout de suite. Donc là ce que je sais c'est que la maison de mes grands-parents a été rasée. Et depuis c'est un commissariat ou un établissement, un bâtiment militaire qui a été construit à la place. Ça me brise le cœur en fait. Ça me brise le cœur.
Mon grand-père paternel a pris la clé, ça je sais qu'il l'avait. Et maintenant, je sais absolument pas où est cette clé. Bah, c'est la preuve qu'on a existé à un moment en Palestine aussi, qu'on a habité. Et puis c'est la clé de notre liberté, de notre retour. Voilà, parce qu'on réclame notre droit au retour, le droit de tous les réfugiés palestiniens au retour. Et c'est le symbole. J'ai été en Palestine pour la première fois l'été dernier. Et je suis allée à Jaffa. Je suis allée à la plage de Jaffa. Donc c'était la plage où ma famille, où la maison de ma famille, enfin elle n'était pas très loin quoi. Et ça m'a fait vraiment quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui refuse d'aller à Jaffa parce que c'est côté israélien et tout. Mais moi je considère que Jaffa c'est ma ville d'origine. Donc que la mer de Jaffa, son eau, c'est la mienne. Et c'est mon eau. Donc j'ai le droit d'aller m'y plonger, de m'y baigner, de toucher le sable de Jaffa. C'est un droit pour moi. Qu'on ne pourra pas me prendre en tout cas. Donc, et ce qui était vraiment hyper symbolique aussi, c'était marrant, parce que le jour où j'ai été là-bas, donc la mer était ultra houleuse, elle était interdite de baignade et en fait elle était dédiée aux surfeurs, tellement qu'il y avait des vagues. Et il y avait un grand long ruban rouge qui nous interdisait l'entrée. Ce ruban rouge qu'ils avaient mis, pour moi c'était encore une fois, je suis là et on veut m'interdire encore une fois d'y rentrer. Même si ça n'a rien à voir du coup avec la colonisation, tout ça, mais j'ai trouvé que ce ruban rouge qui me séparait entre moi et la mer, j'ai trouvé ça hyper symbolique de ce que nous vivons, nous, au quotidien palestinien. D'autant plus les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie et qui n'ont même pas accès, par exemple, à Jérusalem, au Dôme de Rocher, à l'Aqsa ou même à la mer de Jaffa, de Tel Aviv, etc. quoi. Je me suis ni sentie réparée, ni sentie interdite, ou je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que c'est vrai que mes enfants... pour parler de mes enfants, ils me demandaient « Maman, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu te rends compte qu'on est en Palestine ?» Et je dis « Oui, je suis à la maison. » Mais vraiment un sentiment de « Je suis chez moi. Je suis à la maison. » Et c'était vraiment une évidence. Je m'attendais vraiment à ce que je sois choquée, ou que je sois dans un état de sidération, ou que je pleure énormément, etc. Mais en fait, non, c'était comme si je rentrais normal. Enfin, c'était une évidence, quoi. J'étais chez moi. J'étais chez moi. J'ai moi-même été choquée de mon attitude, quoi. J'ai tellement fantasmé le jour où je mettrais mes pieds en Palestine. Mais je suis très contente d'avoir réagi comme ça. Mais ça ne m'a pas empêché de faire une crise d'angoisse là-bas, ultra violente. Et je sais que c'était un trop plein d'émotions. Peut-être justement ce que je n'ai pas extériorisé. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Vraiment, vraiment, quand je te parle de crise d'angoisse, c'était vraiment une énorme crise d'angoisse. Et c'était pas pour rien aussi. Je pense que je suis arrivée, j'étais logée à Bethléem et je partais à Jérusalem. Et à un moment, t'as notre bus qui nous arrête, un checkpoint, et puis on sent qu'ils nous font descendre, rien que pour nous emmerder en fait, vraiment. Et t'as les soldats de Tsahal qui sont là, allez, vos papiers, etc. Et j'ai vécu vraiment ce que vivent les Palestiniens, ce que vivent les Palestiniennes au quotidien. Et même si bon, c'était juste pour nous emmerder 2 minutes et nous faire remonter... Ouais, ça m'a choquée de le vivre, parce que je le voyais toujours à travers des photos, des vidéos, des témoignages, et là j'étais actrice. Alors mes parents, ils ont toujours aimé la France, c'est-à-dire que pour eux c'est absolument pas un exil forcé, ils se sont pas sentis déracinés, si tu veux. Le déracinement, il s'est vraiment fait de la Palestine à la Jordanie.
La France, ça a été un choix. C'est-à-dire que mon père aurait pu à tout moment repartir vivre en Jordanie, mais il a décidé de rester en France parce qu'il y était bien, et puis même c'est vraiment devenu un vrai titi parisien, mon père. Hein. Ma mère, pareil, elle adore Paris. Non, l'exil a été plus violent, en tout cas, il a été plus violent pour mes parents depuis la Palestine à la Jordanie, mais pas en France. Mais je me sens peut-être même plus palestinienne maintenant, parce que je pense que le revendiquer, c'est un acte politique aussi. Ça montre que nous existons. C'est-à-dire que moi, si je ne le crie pas haut et fort que je suis palestinienne et que je ne promeus pas l'héritage qu'on m'a légué et transmis, mais qui le fera? Ne pas crier sa palestinité, je trouve que c'est le début de la fin de la Palestine. Mais tant qu'on continuera à transmettre oralement, et surtout, je pense que maintenant le plus important, c'est aussi énormément de documenter la Palestine et documenter la transformation des Palestiniens de génération en génération. C'est essentiel pour ne pas disparaître, justement. Et moi, la Jordanie, en tout cas en ce qui concerne mes souvenirs d'enfance, c'est vraiment des images de la maison de mon grand-père maternel. J'étais très 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 attachée à mon grand-père maternel, qui était quelqu'un d'érudit, un sage, un intellectuel. Il était professeur d'anglais et de maths, et il tournait en fait dans la région. C'est pour ça que lui, à l'époque de la Nakba, il n'a pas été expulsé. Lui, il était déjà en Jordanie en poste. Mais comme il était en poste avant, en Syrie, en Irak, en Arabie Saoudite, quoi. Mais il retournait régulièrement à Jérusalem. Et donc, pareil, il s'est retrouvé bloqué en Jordanie et puis s'est résolu à construire un immeuble là-bas. Et il y avait un merveilleux potager d'où on se servait directement, que ce soit en fruits, en légumes, les raisins, les feuilles de vigne. Et oui, je participais à ça. Ma famille maternelle m'ont toujours impliquée dans tout ce qui était cuisine, cueillette, que ce soit les feuilles, les fruits. J'ai le souvenir aussi de mon grand-père tout le temps qui venait les mains pleines des courses. Et on l'accueillait comme un roi, et puis on arrachait les courses de ses mains, et puis on allait dans la grande cuisine qui était ouverte déjà, et donc on avait tout de suite les odeurs, on avait tout le temps les odeurs de nourriture incroyables, les effluves qui traversaient le salon, les terrasses, et on savait que ma grand-mère nous préparait quelque chose de bon, et souvent on le préparait avec mes tantes. Et avec nous, nous impliquer, moi, ma petite sœur, tout le temps. Voilà. Et en plus, la cuisine palestinienne, de manière générale, ce sont vraiment des cuisines, non seulement des plats, des recettes qui se mangent à plusieurs. C'est-à-dire qu'on a vraiment du mal à faire des portions individuelles. Et j'ai vraiment eu du mal à faire ça, Hardy, par ailleurs. Mais ce sont aussi des recettes qui se cuisinent à plusieurs. C'est-à-dire qu'on va faire des koussa marchi, des betinjan marchi, qui sont les courgettes et les aubergines farcies au riz, aux épices, à la viande. On va rouler les feuilles de vigne tous ensemble. Les hommes aussi aiment toujours beaucoup s'impliquer. Les Palestiniens adorent cuisiner. C'est pas un truc dédié aux femmes, pas du tout. La cuisine, c'est vraiment tout le monde s'implique, et on peut se retrouver à 5 autour d'une table, et donc il y en a une qui va vider les courgettes, l'autre qui va s'occuper de farcir du riz, l'autre qui va s'occuper de préparer la viande. Enfin, c'est vraiment c'est un moment à la fois de méditation et un moment de fédérateur, où on se retrouve tous, et c'est ce que j'ai voulu recréer à Hardy. En fait, je dis toujours que c'est une petite maison palestinienne où les tables, les chaises, elles sont mobiles. Enfin,
Il n'y a rien de protocolaire. Au tout début de l'ouverture, j'étais pas super organisée, on va dire. Je découvrais la restauration et il y avait des gens qui attendaient. C'était moi qui cuisinais. Et je leur disais, écoutez, c'est Tata Rania qui cuisine et quand ça sera fini, elle vous rapportera à manger. C'était vraiment ça. Et puis les clients, ils attendaient avec moi que je termine de cuisiner. Et puis en attendant, je papotais. Puis il y en a plein qui disent est-ce que je peux t'aider? D'autres qui ramènent les assiettes à la cuisine. Enfin, c'est vraiment une petite maison palestinienne comme je l'avais et enfant que j'ai voulu recréer. Non, vraiment mes plus beaux souvenirs, j'en ai plusieurs, mais c'est toujours autour du repas. Toujours. C'est-à-dire on est assis par terre sur des matelas, on met par terre aussi, pour ne pas salir le sol, plein de journaux. Alors ça, on avait des tonnes de journaux, de papier journaux et qu'on mettait par terre. Et les grands plateaux de riz, de viande, de légumes qu'on mettait au milieu. On devait être entre 10 et 12. Et tu avais mon grand-père qui était là au centre et qui prenait le plateau, il prenait la viande, il la découpait et puis il lançait la viande d'assiette en assiette comme ça. C'était incroyable. Et derrière, tu avais ma grand-mère, dès qu'on avait le dos tourné, que notre assiette était à peu près vide, elle venait nous en rajouter. Et en fait, elle pouvait jouer avec nous comme ça 4-5 fois, on devait la supplier de ne pas manger, d'arrêter de nous resservir plutôt, pardon. Hardy, je l'ai pas rêvé. C'est pas un jour je me suis réveillée, j'ai dit je vais ouvrir Hardy. Ça a été un long processus sur plusieurs années. Alors ça a commencé d'abord parce que j'avais un blog qui s'appelait Les Petits Plats Palestiniens, blog que lui-même j'ai créé quand je me suis rendu compte en fait que il n'y avait aucune recette palestinienne écrite en français dans tout internet, je te parle, c'était en 2015. Ça m'avait vraiment rebellée cette invisibilisation. Donc j'ai créé le blog, après la page Facebook. J'avais une grosse communauté déjà, ça a marché très très bien parce que je parlais de la Palestine via un autre prisme que la colonisation et que ce qu'on voyait dans les médias. Les gens étaient choqués de savoir qu'on avait une culture. Les gens étaient choqués de savoir qu'on avait une vraie cuisine. Mais et donc en fait, il y avait trop d'invisibilisation de ma culture, de mon héritage, et ça me choquait, ça me prenait aux tripes, quoi. Je trouvais ça tellement injuste et je disais mais pourquoi en fait on n'a pas le droit d'avoir des lieux, pourquoi est-ce qu'on ne nous connaît pas, pourquoi est-ce qu'on est invisibilisé, etc. Donc je me suis dit bon, je vais ouvrir un lieu où je présenterai les plats familiaux palestiniens, vraiment les plats traditionnels qu'on mange chez nous. Un lieu où ça sera un lieu de promotion de la culture via les artistes. Je veux faire connaître nos artistes, je veux faire connaître nos talents. Et un lieu aussi de découverte via sa céramique, la céramique d'Hébron, via ses produits, ses épices, comme le za'atar, le sema, le miel palestinien, ses dattes, les vraies dattes palestiniennes, le djoul. En fait, je voulais vraiment un 360 degrés à Hardy de mon héritage, de ce qu'il y a de plus beau de la Palestine. En fait, voilà ce que je voulais. Ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1 de Hardy. Et je me suis rendu compte au fil des temps que j'ai peut-être à créer Hardy de manière assez égoïste aussi. Parce que je dis toujours, Hardy, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Et c'est vrai, c'est pour tout le monde. Je veux que tout le monde se l'approprie, en fait, ce lieu. Mais parce que, je dis toujours, j'ai créé ma petite Palestine à moi en plein Paris. Donc ça vient combler cette frustration de ne pouvoir y vivre comme je veux, et ne pouvoir la toucher comme je veux, ne pouvoir la sentir comme je veux. Donc j'ai créé Hardy pour ça aussi. Et ça me fait ça me fait du bien, ça me fait énormément de bien, et ça me fait encore plus de bien de le partager avec un maximum de monde et de raconter ma Palestine.
Voilà, pourquoi j'ai créé Hardy. Des fois, je me dis, j'ai pas eu le choix. Je l'ai fait, c'était soit ça, soit crever, en fait. Et soit je crevais, en fait, j'allais me consumer, en fait, si je l'aurais pas fait. Je pense que si je l'avais pas fait, vraiment, je sais pas comment j'aurais fini, en fait. Je pense, hein. Mais bizarrement, je suis tombée malade à cause de Hardy. Parce que ça a été une charge mentale terrible pour moi, ça a été énormément de responsabilités. Je me suis beaucoup tue aussi pour préserver Hardy, c'est-à-dire qu'avant j'étais vraiment activiste, j'étais sur le terrain, je faisais des tribunes, j'écrivais des textes, ma voix était entendue. Et en fait, la question palestinienne est tellement taboue, assimilée malheureusement à l'antisémitisme ou à plein de choses négatives en fait, ou au terrorisme même, enfin plein de choses que je m'exprimais plus en fait. Je m'exprimais plus et j'ai laissé pour sauver Hardy. Parce que j'avais peur de me faire caillasser, que j'avais peur de plein de choses en fait. Et ma priorité absolue, c'était sauver Hardy. Je suis très fière d'être palestinienne. Et c'est un honneur pour moi. Et je le prends vraiment comme un devoir et une mission en fait de retransmettre tout ça. Et de me battre pour ça. Rien que le fait d'être né, d'être palestinien, nous sommes un individu politique. Mon choix, c'est d'être politisé. Ma vie est politique.